Un héros n'est-il que la somme de ses actes? Qu'est-ce qu'un héros? La définition commune indique qu'il s'agit d'une personne ou d'un personnage de fiction qui, par sa vaillance, son courage, son intelligence, accomplit des actes qui le placent au-dessus de la condition normale des hommes. André Malraux, dans L'Espoir, précise qu'il n'y a pas de héros sans auditoire. Un exploit accompli sans témoin n'aurait-il alors rien d'héroïque? Qu'est-ce donc un héros? Il n'existe réellement que parce que ses actions sont représentées et louées dans la littérature de façon à rendre glorieux un nom et à exalter à travers lui un idéal inaccessible au commun des mortels et donc digne de louange et d'admiration. Il convient de ne pas confondre héros et personnage et surtout de ne pas employer indifféremment un terme à la place de l'autre. Tout d'abord, l'étymologie grecque nous aide à cerner le concept traditionnel. Le héros sera d'abord un demi-dieu mythique, et plus tard un chevalier, sans peur et sans reproche. Il campera un être d'exception par sa force, sa ruse, sa vaillance. Achille, Ulysse, Lancelot. Il se placera en raison de ses mérites au-delà de l'humain, dans une perfection épique qu'un Aède antique, un poète médiéval puis un tragique classique, sauront faire vivre pour les auditeurs et enfin pour les lecteurs. Par la suite, avec le héros romanesque, avec les héros modernes, leurs qualités positives ou négatives se modifieront. Mais c'est toujours à l'aune de leurs actes qu'on jugera de leur statut. Nous verrons d'abord que le héros est indissociable de ses actes. Il existe d'abord par le regard laudatif qu'on porte sur lui. Les critères qui le définissent sont ceux de l'admiration. Le héros se définit donc par sa conduite. Il est ce qu'il fait dans un contexte de valeurs sociales spécifiques. En lui, l'essence héroïque et l'existence se confondent. Ses travaux, au sens presque herculéen du terme, le constituent en tant qu'être quasiment fabuleux, c'est-à-dire digne d'être le sujet d'un récit. Ainsi, le héros dans l'Antiquité grecque et à travers l'histoire romaine va nous intéresser parce qu'il fixe durablement une hiérarchie des valeurs exemplaires au sommet de laquelle se situe la valeur guerrière, cruciale, cardinale, primordiale, au même titre que la gloire qu'elle permet d'acquérir. Il est également l'archétype à l'échelle de laquelle se mesure la valeur et l'honneur du héros classique. Un héros tragique tel Rodrigue vit par et pour sa renommée. Rien ne saurait être pire d'ailleurs que de déchoir du rang que ses ancêtres avant lui ont acquis par leurs faits d'armes. Maîtres d'eux-mêmes comme de l'univers, les héros ne plient pas, ne transigent pas. Ils préfèrent comme Achille la mort à la déchéance, la mort volontaire plutôt qu'une existence déshonorée. Et le modèle chevaleresque du preux, dans un deuxième temps, est instructif. On parle de chansons de gestes à propos de Roland, d'Arthur et de Tristan. Geste vient de gesta en latin, vocable au pluriel qui désigne les actions, ce qui est accompli et partant les exploits. Une épopée chantée par les ménestrels égrènera donc la litanie des prouesses des guerriers pour la défense de leur foi, la gloire de leur suzerain ou l'amour de leur dame. Lorsque Lancelot affronte le passage périlleux chez Chrétien de Troyes pour le salut de Guenièvre, qu'il traverse pieds et mains nus sur le fil tranchant d'une épée, un torrent effroyable, il est à la fois imparfait amant, un chevalier d'exception et une figure tour à tour christique et orphique dans le sacrifice qu'il consent et qu'il accomplit. Il semble donc qu'il faille au héros l'étoffe des géants. Force physique, courage sans faille, endurance morale et puissance tout à la fois. Devant les hommes, les éléments, les monstres et parfois même Dieu ou les dieux. Même poursuivi par leur vindicte, il accumule les actions remarquables, tisse peu à peu sa part légendaire. Et c'est ainsi qu'il résume en lui-même la narration qui lui est consacrée. Il devient éponyme. Son nom et le récit, son titre, se confondent. Odyssée, chanson de Roland, le Cid. Tous véritables parangons de vertu, vertu renvoyant ici aux qualités viriles par excellence. Et pourtant, le héros se définit aussi en creux. C'est notre deuxième partie, par l'accumulation de ses erreurs, par son apprentissage à la dure école de la vie ou même encore par son inconduite notoire. Il est alors objet de jugements dépréciatifs de la part du lecteur. On assiste en effet à un glissement vers la fin du XVIIe siècle, quand les héros traditionnels sont un peu fatigués, voire moqués, raillés, parodiés même. Aîné chez Paul Scarron dans son Virgile travesti n'a plus rien du grandiose fondateur de la Rome originelle. Le burlesque est passé par là, l'épopée a cédé la place au comique. Matamor, héros vantard et ridicule dans l'illusion comique de Corneille, se vante sur le théâtre de milliers d'actions fantaisistes, voire surhumaines, qui ne sont qu'autant de rodomontades grotesques. Et puis le héros picaresque ne n'est pas non plus tout armé. Il est au contraire naïf et peu au fait des usages du monde dans lequel il évolue.
Le roman d'apprentissage, un genre qui se diffuse dans toute l'Europe en partant de l'Espagne, met en scène des jeunes gens ignorants, plébéiens, voire sans scrupules, à qui la vie des péripéties à répétition vont apprendre de multiples, sinon salutaires leçons. Le héros ne sera donc plus la somme de ses actes, mais le produit des leçons tirées de ses expériences heureuses, mais le plus souvent douloureuses. Voltaire exerce dans ce type littéraire, avec son jeune héros, Candide, chassé d'un paradis terrestre allemand, jeté sur les routes du monde, avec un précepteur qui lui est de peu d'aide, et qui devra confronter la réalité de son éducation nobiliaire à la pratique de la vie réelle. Il enrichit sa condition de malheur éprouvé avant de trouver un bonheur champêtre à l'échelle d'un modeste potager, d'un modeste jardin. La frénésie du voyage qui forme la jeunesse cède alors la place à l'immobilité épicurienne du sage. Finalement, l'héroïsme peut également passer du côté du mal. Si guerre il y a au XVIIIe siècle, elle peut devenir mondaine, féminine, se livrer dans les salons et les alcôves. Les armes qui s'y fourbissent seront celles de la séduction, la perfidie et même de la trahison. Nul n'irait donner un certificat de bonne conduite à Madame de Merteuil ou à Monsieur de Valmont, les héros manipulateurs des liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos. Mais il faut leur reconnaître cependant du panache, du génie dans le vice, de la rouerie dans cette guerre en dentelle qui va conduire les protagonistes du pinacle au scandale, de l'infamie au duel, et finalement à une mort sociale ou à une mort bien réelle. Enfin, le héros ne saurait se limiter à ce qu'il fait. Ce sera notre troisième partie. Il faut accéder au sublime en choisissant parfois de ne pas choisir, en choisissant de ne pas agir, ou en posant soi-même les critères d'un nouvel héroïsme par défaut. Au début du XIXe siècle, les romantiques s'ennuient. Les guerres napoléoniennes sont achevées et la jeunesse se livre au spleen tout en rêvant de gloire. Le héros devient ténébreux, se signale par son renoncement, son goût pour la solitude, son attirance pathologique pour les amours malheureuses. Fabrice ne voit presque rien de Waterloo. Julien hésite entre le rouge et le noir. L'ascension sociale devient une obsession. Rastignac, chez Balzac, développe sa stratégie d'élévation avec méthode. Bel-Ami, chez Maupassant, ne nous épargne rien du catalogue des vilainies divers coups bas qui le hisseront au sommet d'une société parisienne bien vermoulue. De cette crise de l'héroïsme va naître un héros désabusé, sombre, prélude au anti-héros du siècle à venir. Bartleby, chez Melville, répond à une incitation à agir « Je préférerais ne pas le faire. I would rather not ». Quant à Gontcharov, en Russie, il campe un Oblomov qui ne sait aller que de son fauteuil à son lit et retour avec l'aide d'un serviteur. Bouvard et Pécuchet chez Flaubert agissent bel et bien, mais ils collectionnent surtout les expériences avortées, les engouements vite éteints, les passions maussades, les idées reçues et la fatalité de l'échec. Des Esseintes se cloîtrent et survit en héros reclus, décadents, chez Huysmans. Chez Zola, les héros débordent d'activité, mais le déterminisme social et l'hérédité, ainsi que la volonté de démonstration et politique de leur auteur, figent leurs efforts en un destin. Le héros métamorphosé se survit bien, malgré tout, dans les romans historiques et d'aventure, comme chez Dumas, par exemple. Edmond Dantès ressuscite en un Monte Cristo vengeur, hyperactif, qui, en chiasme dans le récit, se venge de ses bourreaux. Symboliquement, lorsque tout est accompli, il disparaît. Puis viennent les guerres, dans un siècle qui voit chaque soldat appelé à devenir un héros et chaque personne à entrer en résistance contre les totalitarismes. Les poilus de Barbus montent au feu, mais le Bardamu de Céline, lui, jette son fusil et déserte. Son périple n'est pas une épopée, mais une série de refus d'agir, un long cri de dénonciation de la guerre, du colonialisme, de la misère morale et sociale de son époque. Et en cela, il rejoint la position de Candide, fuyant l'héroïque boucherie, les horreurs du champ de bataille où s'étripent ridiculement Abar et Bulgare. On est bien loin du Scamandre et de Roncevaux. La guerre est jolie, mais les générations montantes vont finir par lui préférer le patchouli. Le héros devient un pacifiste, il est désormais au-dessus de la mêlée. Sa position idéale est à présent celle de la morale, et son titre de gloire est de n'en vouloir aucune. L'héroïsme se démocratise. Sartre répète maintenant que chacun ou chacune peut choisir d'être un héros ou un salaud, de se donner au diable comme au bon Dieu. Malraux lance ses personnages à l'assaut de ses idéaux, en Chine, armes à la main et philosophie en tête, ou bien à l'aventure dans la forêt cambodgienne, sur la voie royale, à la recherche de chimères au moins autant que d'argent mal acquis. Il y a un véritable courage dans cette quête qui ne mène désormais plus ni à l'immortalité ni au Saint Graal, mais au bout de soi-même. Chaque aventurier muré dans sa propre nuit. Alors en conclusion, le héros est bien plus que la somme de ses actes. Il lui est possible de transcender ses actions et sa condition par la conscience qu'il prend du sens de ce qu'il accomplit. Et c'est ainsi que les héros évoluent
pour raisonner en accord avec les sociétés modernes. Il leur faut rejeter le fardeau des conventions pour accéder au véritable héroïsme, et au risque de perdre leur statut. C'est ainsi que le chevalier inexistant d'Italo Calvino n'est un paladin parfait, le premier d'entre ses pairs auprès de Charlemagne, qu'en raison de sa réputation sans tache et d'un exploit fondateur qui lui valut jadis en récompense d'être adoubé. Le chevalier Agilulf se réduit donc à cela. Une armure blanche étincelante, emplie de vide, et une perfection extérieure un brin tatillonne. Lorsqu'on découvre que cet acte fondateur, cet acte héroïque, n'en était pas un, il s'évanouit littéralement, et les pièces de son armure tombent au sol. Le héros, alors, n'existe plus, ni au sens figuré, ni au sens propre.